Bienvenue sur les numériques pour un nouveau numéro de Jeudi Pro où nous allons parler de e-commerce avec Émilie Benoît-Vernet, Country Manager France de Shopify. Bonjour Émilie. Bonjour Patrick. Alors Shopify, donc pour résumer en quelques lignes, propose des outils aux commerçants pour bâtir leur site e-commerce, développer leur présence numérique et gérer leurs paiements en ligne. On vous décrit souvent un peu comme l'anti-Amazon. Est-ce que c'est en interne chez vous, c'est quelque chose qui vous paraît pertinent ou est-ce que c'est une simplification médiatique qui vous embête un peu chez vous ? Alors, je dirais que vous avez bien résumé ce que propose Shopify, c'est-à-dire la possibilité de créer une boutique en ligne et d'accompagner sa croissance en ligne sur une multitude de canaux. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, avec un canal principal qui est le canal de la vente en direct, donc la possibilité pour un entrepreneur ou une marque de vendre ses produits directement aux consommateurs. Ce qui est un modèle complètement opposé au modèle de la marketplace. Donc, du coup, en ce sens, le rapprochement... Vous n'êtes pas une marketplace. Voilà. Complètement. Les raisons pour lesquelles on pense que c'est important pour une marque de vendre en direct, c'est que ça lui permet d'avoir une vraie relation avec sa clientèle, de connaître son client, d'avoir des remontées de data, de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir aussi être maître de l'écrin qu'il propose, de vraiment se focaliser sur son marketing et son produit pour faire grandir son activité. Vous avez aussi un réseau d'entrepôts connectés qui marche avec l'intelligence artificielle, donc ça ressemble encore un peu à Amazon. Est-ce qu'on peut dire que Shopify est aussi un spécialiste de la logistique, un peu comme Amazon l'est ? Après, j'arrête de vous embêter avec la comparaison avec Amazon. Non, pas du tout. En fait, écoutez, on est parti d'un postulat. Nous, on veut accompagner l'entrepreneur commerce dans son aventure pour lui permettre de grandir. Donc, lui fournir un outil qui lui permet de créer sa boutique en ligne, c'est vraiment une première étape. Ensuite, lui fournir une multitude de canaux marketing pour l'aider à faire de l'acquisition, ça en est une autre. Il y a un autre point qui est la partie logistique. Donc du coup, pour permettre à ces entrepreneurs de pouvoir rivaliser avec les standards de la logistique d'aujourd'hui, aux États-Unis et au Canada uniquement, on a créé ce qu'on appelle le Shopify Fulfillment Network, qui est un réseau d'entrepôts connectés qui permet à la marque d'envoyer ses produits dans l'entrepôt et ensuite de les acheminer vers ses clients. Et ça, c'est que en Amérique du Nord pour l'instant Aujourd'hui, oui. Okay, ouais. Le Shopify Fulfillment Network n'existe qu'aux États-Unis et au Canada aujourd'hui. D'accord, ouais. Donc Shopify est né en 2006, pour rappeler un peu l'histoire. Vous êtes rentré en bourse en 2015. La capitalisation boursière de Shopify a vraiment décollé ces dernières années. Vous étiez, si je ne me trompe pas, à 2 milliards de dollars en début 2016 et pas loin de 200 milliards à l'été 2021. Donc votre activité a explosé pendant la pandémie en 2020. Beaucoup de commerçants se sont mis à souhaiter une présence en ligne. Mais ce boom a un peu commencé un peu avant, en 2019 déjà, on voyait que votre capitalisation boursière grimpait un peu. Qu'est-ce qui explique en gros ce succès ? Est-ce que c'est un market fit parfait, un marché qui est devenu mature pour les solutions que vous proposez ? Est-ce que c'est différentes conditions réunies au bon moment, par exemple ? Alors, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est le produit. C'est-à-dire ce produit ultra performant, novateur, mis à disposition d'une multitude d'acteurs, quelle que soit leur taille, qui va vraiment un petit peu remettre à niveau le level up the playing field, on dit en anglais. Donc permettre à chacun d'avoir accès à la performance et l'innovation et de pouvoir grandir. Ouais. Donc ça, c'est assez novateur et c'était assez disruptif. Je pense que ça peut expliquer les choses. Vous l'avez dit, cette tendance de fond, elle avait commencé avant la pandémie. La pandémie, c'est véritablement un accélérateur des modes de comportement et de consommation des clients finaux et du coup des comportements stratégiques de vente des marchands. Ouais. Mais c'est un accélérateur et un révélateur. L'e-commerce, on sait aujourd'hui que c'est très ancré dans les habitudes et les marques y voient non plus une prédation de leur business physique, mais au contraire un enrichissement de leur business physique pour ceux qui en avaient déjà. Et ça, j'imagine que ça va rester dans les prochaines années. C'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain, cette présence numérique pour les commerçants ? Oui, parce qu'aujourd'hui, justement, ce sont les consommateurs qui ont un petit peu évolué et qui ont un petit peu changé. Aujourd'hui, on sait que 54% des jeunes consommateurs vont découvrir les marques via les réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est amené à perdurer. Il faut que les retailers, les marchands l'intègrent pour pouvoir accompagner un petit peu leur futur. Ouais. Il y va de même pour tout ce qu'on va appeler tous les nouveaux modes de livraison, c'est-à-dire que tout ce qui est un parcours sans couture entre le magasin physique, le magasin en ligne, le click and collect, l'e-réservation, le drive aussi qu'on a vu émerger.
changé. Aujourd'hui, le drive, ça continue complètement. Les gens ont changé leurs habitudes de vie et du coup, il faut absolument que la technologie soit au service des marchands pour leur permettre d'accompagner ces changements sociétaux. Ouais. Quand on est country manager d'une entreprise qui grandit aussi vite en très peu de temps, enfin même si évidemment depuis 2006 l'entreprise grandissait aussi, comment est-ce qu'on gère cela et surtout en tant que country manager France, quelle capacité d'innovation est-ce que vous avez sur ce marché français par rapport à Shopify global par exemple? Alors, Shopify a commencé son expansion internationale de manière proactive, un peu sur le tard, hein, quand on pense que c'est une boîte qui a 15 ans. Mais en 2018, on a mis en place une équipe dédiée à la France. Donc moi, ça fait véritablement 3 ans que je travaille uniquement sur ce marché français. Et comment on opère? On est très pragmatique. C'est-à-dire qu'au début, on a repris les fondamentaux. De quoi ont besoin les e-commerçants en France pour opérer? Ils ont besoin d'avoir les bonnes solutions d'expédition, ils ont besoin d'avoir des bonnes solutions de paiement, ils ont besoin d'avoir les bonnes connexions avec les acteurs leaders du marché qu'ils utilisent et en qui ils ont confiance. Donc on est parti de là, ça a été nos premières étapes. En parallèle, autre étape très importante, fédérer un écosystème de partenaires qui va pouvoir accompagner ces e-commerçants dans leurs projets e-commerce, de refonte de sites ou de lancement de sites. Donc on a vraiment fédéré un réseau d'agences, aujourd'hui très dense, avec un maillage géographique bien étendu, qui permet d'accompagner un petit peu cette digitalisation de nouveaux acteurs, ou alors cette nouvelle ère de digitalisation pour des acteurs qui étaient déjà en ligne. Ouais. Donc, évidemment, vous n'êtes pas tout seul sur ce marché qui est devenu assez concurrentiel. D'un côté, des solutions de type WooCommerce, Wix, PrestaShop, puis il y a des plus gros poissons du côté des géants du logiciel, Adobe Commerce avec Magento, BigCommerce, Oracle, SAP et Salesforce aussi. Qui considérez-vous aujourd'hui comme votre principale menace et qu'est-ce que vous faites en gros pour essayer de les maintenir à distance, enfin Shopify au niveau global du coup? Alors, vous avez cité une multitude d'acteurs. Je pense qu'il y en a certains, on va même les catégoriser comme des partenaires. Cette semaine, Shopify a annoncé un partenariat dans le monde des ERP avec Microsoft et Oracle, notamment, qui permet à un marchand qui souhaite intégrer son ERP à Shopify de ne plus avoir à passer par des connecteurs tiers, mais de pouvoir directement interfacer son infrastructure commerce avec son infrastructure comptable, de gestion, de stock, etc. Donc du coup, là, je pense qu'on est plutôt dans une complémentarité. Ensuite, je pense que nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'accompagner des marques dans leur expansion commerce, au sens large, que ce soit le commerce en direct, le commerce sur d'autres canaux, le commerce physique aussi. Donc du coup, on recentre toujours tout par rapport à la marque et au marchand et de quoi elle a besoin pour s'inscrire dans le futur. Comment aller plus vite que la musique, un petit peu. Mais du coup, tous ces entreprises sont des rivaux partenaires un peu. On a l'impression que ces derniers mois, vous avez fait beaucoup d'annonces avec des géants du logiciel ou avec Microsoft, par exemple. Est-ce que c'est une relation de rival partenaire ou en gros comment est-ce que vous gérez ça? Comment vous les considérez en interne? Est-ce qu'il y a une volonté de prendre le pas par rapport à eux, par exemple? Ah non, pas du tout. On se positionne par rapport à une marque qui aujourd'hui a bâti son infrastructure ERP avec Microsoft et qui a aussi une activité commerce. Et comment lui permettre d'accélérer son activité commerce en lui permettant de se connecter de façon très fluide et très facile avec son ERP. Donc je pense que en fait, on ne se positionne pas par rapport à telle boîte, par rapport à nous, plutôt par rapport aux marchands. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer une consolidation du marché dans les années à venir par rapport à ces partenaires ou avec d'autres solutions? Qui rachèterait qui en gros, selon vous? Ça, je sais pas, nous... C'est dur de prédire. Ouais, c'est dur de prédire. Nous, notre ADN, il est vraiment axé aussi sur la multitude et la diversité. C'est-à-dire que, au contraire, tout Shopify s'est bâti pour permettre à une multitude d'entrepreneurs de mutualiser, entre guillemets, leur techno e-commerce pour que cette techno, on puisse la construire extrêmement robuste, extrêmement performante et extrêmement innovante. Donc du coup... tout en permettant à chacun d'exister dans son individualité. Donc on est un peu à contre-rebours de ces modèles hégémoniques, je dirais. Au contraire, on a d'ailleurs annoncé au mois de juin à notre conférence Unite, qui est le temps fort de Shopify et son écosystème partenaire, que Shopify, historiquement, avait une commission de 20% pour les développeurs d'applications qui publient sur l'App Store de Shopify. On l'a fait tomber à 0%. Jusqu'au premier million de dollars de chiffre d'affaires. Donc on a vraiment fait ça pour réinjecter
de l'argent, des ressources entre les mains des développeurs pour qu'eux-mêmes continuent à développer toujours plus, à innover et à aller proposer aux marchands de la customisation, de la personnalisation, etc. Donc on est plus dans une approche de travailler ensemble que ce que vous décrivez. Ouais. Donc, vous permettez donc aux commerçants de rivaliser avec les géants technologiques en leur permettant donc de posséder leur clientèle plutôt que de la louer, comme c'est le cas avec le modèle Amazon, et donc d'avoir plus d'indépendance. Vous êtes partenaire depuis ces derniers mois avec des plateformes sociales comme TikTok, Instagram, Facebook, aussi Google, notamment sur le social commerce et sur les paiements directement au sein des applications sociales. On remarque que l'e-commerce se fait beaucoup plus aujourd'hui sur les plateformes sociales. Du coup, est-ce qu'on aura besoin de créer son site internet dans les années à venir, ou est-ce qu'on va tout acheter sur Instagram? Et dans ce cas-là, quel besoin d'avoir un site internet pour un commerçant, que ce soit chez Shopify ou quelqu'un d'autre? Voilà, il y a beaucoup de questions dans votre C'est question. vrai. Premièrement, je voudrais distinguer les réseaux sociaux, on peut les voir de deux façons. Il y a canal d'acquisition. Donc la possibilité de faire du marketing en ligne et des campagnes d'acquisition sur les réseaux. Donc ça, clairement, ça fait plusieurs années déjà que Shopify le permet depuis le back-office de Shopify d'aller développer des campagnes ciblées, segmentées, en poussant une partie de son catalogue produit. D'ailleurs, c'est aussi, par exemple, le partenariat avec Google, plus de visibilité dans les produits Google pour permettre des stratégies d'acquisition. Donc ça, c'est un volet des choses, et je pense que ce volet, il est essentiel, puisque Internet, c'est pas comme une rue physique, et personne ne va passer devant s'il n'est pas un petit peu attiré. Donc ça, c'est un volet. Ensuite, il y a le volet social commerce, à proprement parler, où là, les personnes vont être dans un comportement d'achat sur le réseau social. Oui. Donc effectivement, on a de nombreux partenariats qui ont été doués avec différentes plateformes. Au moment d'ailleurs où Facebook a annoncé Facebook Shops, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lors de ce live, il a fait intervenir Toby Lütke, le CEO de Shopify. La raison, c'est que le moteur commerce de tout ça, derrière, c'est Shopify. Donc en fait, nous, on est pragmatique. Le marchand aujourd'hui, on sait qu'il a besoin d'aller trouver son audience sur les réseaux sociaux, on lui en donne les moyens via les outils marketing. On sait aujourd'hui qu'il y a des consommateurs qui vont consommer sur les réseaux sociaux, et on veut donner à l'entrepreneur la possibilité aussi d'avoir cette opportunité. Donc c'est comme ça qu'on a pensé les choses, et c'est comme ça que d'ailleurs ça fonctionne. La nouvelle génération, elle est très friande de ces plateformes-là comme lieu d'achat. C'est un peu le nouveau centre commercial parfois, les réseaux sociaux. Et alors, toujours par rapport au social commerce, nos collègues de ZDNet avaient une question pour vous. Au niveau mondial, les initiatives se multiplient dans une logique de social commerce, et ce depuis quelques trimestres. Mais pour ce qui est du marché français, où est-ce qu'on en est au niveau du social commerce? Est-ce qu'on est dans une phase où il faut évangéliser les commerçants et les clients sur cette nouvelle manière de vendre? Ou bien est-ce que vous pensez, avec votre initiative, et je pense à l'accord avec TikTok que vous avez passé récemment, développer très rapidement cette activité? Merci beaucoup pour cette question. Elle soulève un point intéressant, c'est-à-dire que dans social commerce, il y a le commerce sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi le live shopping, où un marchand va faire un streaming de ses produits, ou de lui qui démontre ses produits, qui va ensuite induire des comportements d'achat. Aujourd'hui, le live shopping, on en voit dans le paysage de l'e-commerce français. C'est pas encore extrêmement répandu. Y a pas... Je pense qu'on est un peu au balbutiement. Par exemple, en Asie, c'est extrêmement répandu. Aujourd'hui, c'est très mature. Je pense que nous, on est en train d'y arriver, mais c'est pas encore complètement structuré. Puis ensuite, il y a l'autre social commerce, via les réseaux sociaux. Ça, je pense qu'au fur et à mesure des différents lancements de produits des plateformes, ça va de plus en plus se démocratiser. Mais on sent quand même une appétence chez des retailers historiques d'aller chercher, capter cette audience dont ils savent très bien que elles considèrent leur magasin peut-être comme un endroit où leurs parents iraient, mais eux, de toute façon, c'est pas là qu'ils achèteraient. Donc, il y a un moment, il faut aller aussi mettre les produits en face des gens, là où ils se trouvent. Je pense que c'est ça ce qui anime les stratégies e-commerce des marques aujourd'hui. Oui. Alors, vous êtes récemment aussi allié à Spotify, décidément, vous alliez à tout le monde. Donc, cette fois-ci, Shopify et Spotify, ça va pas être évident à dire. Donc, vous permettez aux artistes entrepreneurs sur Spotify de proposer leur merchandising directement
sur Spotify, mais avec une intégration Shopify, si j'ai bien compris. Voilà, donc c'est Ouais. toujours cette idée un petit peu de l'omnicanalité. On sait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle un petit peu l'industrie des créateurs, que ce soit les créateurs de musique ou alors les créateurs de contenu, ils fédèrent des communautés et que ces communautés, ils peuvent les emmener vers des comportements d'achat sur des produits affinitaires. Donc nous, ce qu'on propose aux artistes qui ont un espace sur Shopify, c'est de connecter leur boutique en ligne de merchandising à leur espace Shopify et de mettre en avant 3 produits de leur choix pour proposer à leurs fans, en gros, ces produits et leur permettre... voilà, c'est comme une vitrine qui s'ouvrirait sur leur site de merchandising, D'accord, mais ouais. dans Spotify. Donc ça, ce sont des biens physiques, si j'ai bien compris. Dans le milieu des artistes, on parle aujourd'hui beaucoup de NFT, évidemment. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez? Ça prend de l'ampleur. Ça peut ouvrir de nouvelles lignes de revenus aux artistes, au-delà du buzz médiatique que ça a fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez pour l'avenir dans votre stratégie de diversification, par exemple? Oui, alors les NFT, je pense que ce qui est vraiment intéressant, et d'ailleurs c'est sur tous ces sujets crypto, blockchain, etc., c'est la garantie d'authenticité qu'il y a derrière. Et on sait qu'aujourd'hui, la confiance relationnelle dans la transaction est très importante. Ouais. Donc à ce titre, ce type de produit, ça va dans le bon sens des choses. Ça peut apporter de la valeur ajoutée à des échanges, à des transactions, parce qu'on sait que le produit n'est pas une contrefaçon ou autre. Plus particulièrement les NFT. Donc Shopify, il y a un programme bêta sur les NFT aux États-Unis où 1000 marchands, dont 1000 marchands font partie. Et un exemple à vous donner, c'est l'équipe américaine des Chicago Bulls de basket qui a vendu une collection d'œuvres d'art numériques, 6 œuvres d'art numériques D'accord. représentant les bagues de victoire des championnats. C'est pointu. La collection a été vendue en 90 secondes. D'accord, ouais. Donc voilà, on sent ça que marche, ouais. voilà, ça marche. Et aussi parce que c'est cet aspect un peu collector, cet aspect un peu unique, cet aspect un peu rare qu'on ne pouvait pas vraiment identifier de manière certaine auparavant. Ouais. Une dernière question peut-être. En gros, qu'est-ce qui pourrait ralentir aujourd'hui la croissance de Shopify? Est-ce que c'est votre concurrence, le président de Shopify, ou autre chose? Le président de Shopify, Harley Finkelstein, a dit récemment que ça pourrait être le recrutement d'ingénieurs, en gros. Pourquoi cela? Et est-ce que c'est une réelle menace pour vous aujourd'hui? Alors, nous, on est une société qui grandit rapidement, on est en recrutement perpétuel. Aujourd'hui, tous ces nouveaux métiers, les métiers du numérique, les métiers autour du développement, autour de l'UX, autour du design, etc., ça génère un appel d'air énorme parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de jobs qui se créent et il n'y a pas forcément aujourd'hui, c'est pas enseigné à l'école, c'est des choses qu'on ne prépare pas vraiment la nouvelle génération à ces métiers-là. Donc peut-être ça pourrait être un frein. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir en se disant, voilà, autrefois, on allait enseigner, on avait des cours peut-être un petit peu plus pratico-pratiques. Aujourd'hui, est-ce qu'apprendre le développement à l'école, ça pourrait pas être quelque chose d'intéressant, par exemple? Alors, on surveillera ça de près. Ouais. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Patrick. Et merci à Carole pour la réalisation, et à la semaine prochaine.